Réflexion socio-économique 13. Macroscopie bi-économique 9. Revenus universels, domaines et secteurs, corps intermédiaires. 1. La simplicité, condition de l'efficacité. En milieu politiquement délodiste et socialement bi-économique, la simplification des rouages n'aura d'égal que la responsabilisation de l'ensemble des agents ou acteurs concernés, que ces derniers soient des personnes physiques ou morales, des institutions publiques ou privées, aussi bien que des structures syndicales ou associatives. Comme déjà largement souligné dans le livre 1 des Tempérants, l'avènement d'une démocratie délodiste de type direct, pétitionnaire et semi-référendaire remplacera la démocrature électorale issue des révolutions incomplètes du passé par l'établissement pacifique d'une autogestion citoyenne aussi locale que possible, enfin propre à garantir la transparence la plus totale, en particulier via la rotation fonctionnelle, la dépersonnalisation qu'autorise la collégialité de toute prise de décision et par-dessus tout, le respect absolu de la préférence majoritaire. Il en résultera une réelle simplification des institutions, des procédures et des pseudo-garde-fous qui caractérisent toute société insuffisamment démocratique et toujours trop centralisée, tandis que le même assainissement pourra s'observer en matière d'organisation socio-économique grâce à l'équilibre constant du calcul bi-économique et son principe de partition-répartition à 50% brut. En effet, tout monosystème historiquement biaisé entre aussitôt en contradiction vis-à-vis des lois objectives de la trop fameuse dualité individu-société et de l'équilibre interdomanial indispensable que cette double nature suppose via le minimum-maximum bi-économique, qu'il s'agisse de la face politique, sociale ou économique de toute pyramide sociétale. La complexification croissante des structures et des processus n'est que le résultat d'un défaut tôt ou tard fatal, inhérent à une règle du jeu jusqu'à présent incomplète vis-à-vis des contraintes historiques les plus vitales. De fait, l'absence de fondations saines et solides condamne tout monosystème ainsi biaisé à s'alourdir indéfiniment en multipliant des institutions souvent redondantes ou contradictoires, de plus en plus parasitaires et de moins en moins efficaces, devenant autant d'occasions d'emplois fictifs ou honorifiques, de magouilles ou de corruption, et ce, même de façon involontaire ou imperceptiblement progressive, au début du moins, dans la mesure où les réseaux relationnels fermés se trouvent structurellement encouragés par la centralisation et le carriérisme. À la façon d'un mensonge enfantin, grossissant à vue d'œil au fil de vaines justifications de plus en plus aberrantes, les faces politiques et socio-économiques des fausses démocraties, à la fois électorales et monosystémiques, s'alourdissent ainsi d'institutions ou d'administrations, de directions, de hautes autorités, d'observatoires, d'offices et d'agences qui finissent par diluer les responsabilités, tandis que leur inefficacité et leur opacité croissent en proportion directe de leur nombre illimité. Face à ce gaspillage historique aggravé et aux effets pervers de la corruption ainsi systémiquement encouragée, l'organisation délodiste et la fixation définitive de l'équilibre interdomanial à hauteur de 50% brut d'impôt participation auront le mérite immédiat de simplifier non seulement les relations politiques et socio-économiques, mais plus encore les rouages collectifs et leurs processus, dégraissant aussitôt les sociétés humaines de leurs multiples étayages, aussi précaires que redondants. Un peu à la manière d'un lean management judicieusement inversé, cette évolution prévisible sera à même de libérer d'autant les énergies et autres budgets correspondants pour des fonctions plus utiles, ne conservant dès lors que les structures les plus indispensables, tandis que la tendance naturelle d'un équilibre devenu effectif suscitera, à travers la décentralisation, une réorganisation spatiale des villes et des campagnes propre à désengorger les métropoles en laissant à chacun le choix de son cadre et de son mode de vie. La gestion principalement communale de toutes les décisions collectives politiques ou socio-économiques n'est pas incompatible avec la nécessaire centralisation locale d'un maximum de services publics, et ce, plus encore lorsqu'il s'agit d'appliquer et de contrôler des décisions républicaines d'envergure nationale. Dans la mesure où les citoyens pourront par eux-mêmes, seuls ou librement regroupés en associations, surveiller en continu le bon usage de leurs 50% d'impôt participation, tel que souverainement décidé par leur propre vote majoritaire,
il sera plus efficace de concentrer localement le maximum de pouvoir et de services administratifs, dans le but d'éviter autant que possible tout développement parasitaire superflu aux autres étages de la démocratie, évolution qui ne fera que renforcer le ressenti partagé d'une autogestion citoyenne responsable et optimisée. Concernant le cas français, la crise sanitaire du Covid-19, encore actuelle au moment d'écrire ces pages, ne fait que corroborer ce besoin urgent de prise en main locale d'un maximum de liberté décisionnelle, en démontrant par défaut à quel point l'État parisien centralisé, étouffé dans ses engorgements technocratiques, s'avère encore désespérément inefficace en matière de vaccination de masse, après des échecs en tout point comparables dans la diffusion élargie des masques et des tests. La réactivité de la plupart des communes françaises ne fait que souligner l'inefficacité du niveau gouvernemental, dès lors qu'il s'agit de satisfaire urgemment des besoins concrets, même s'il est légitime d'applaudir par ailleurs l'extraordinaire soutien financier de ce même État français à sa population, s'agissant des plus graves conséquences socio-économiques de cette crise sanitaire sans précédent. La simplicité maximale doit être la règle universelle pour tout ce qui concerne le domaine public, y compris bien sûr dans sa dimension sectorielle privée, puisque, par définition, tout citoyen fait partie de ce domaine sur la base des 50% bruts, équivalent à un temps légalement défini et estimé à 2 journées et demie ouvrées par semaine, s'agissant du cas français en question. En tout état de cause, ce prochain réglage minutaire et universel de participation citoyenne au dit domaine public deviendra la principale, voire la seule véritable contrainte à respecter pour assurer la pérennité de l'équilibre sociétal entre liberté individuelle et justice sociale, selon une équation enfin objectivée par la partition-répartition biéconomique. La simplification inéluctable qui en découlera occasionnera des économies humaines et écologiques insoupçonnables, en réduisant au strict minimum indispensable la multitude de structures, budgets, procédures, allocations et subventions devenues proprement ingérables, tandis que l'efficacité et la réactivité de la moindre décision collective atteindront des sommets sans précédent. En matière socio-économique, l'universalité de cette partition-répartition à 50% entre tous les citoyens d'une même entité sociétale ne pourra que simplifier spectaculairement l'ensemble des structures, outils et procédures nécessaires pour gérer les droits et les devoirs afférents, avec l'avantage de donner enfin un sens concret à l'identité citoyenne, indépendamment de toute autre forme d'appartenance plus spécifique. Cela suppose, en corollaire, l'affirmation constitutionnelle de cette règle d'équilibre, en tant que volet socio-économique explicite et définitif des droits politiques déjà formulés par principe démocratique, sachant que ces derniers n'ont jusqu'à présent aucune réalité commune en l'absence de cette gestion biéconomique équilibrée à 50%. Le respect absolu de cette unique contrainte sociétale, en dérivant de la compréhension enfin exhaustive de notre double nature, pourra économiser jusqu'au 4/5 des surdépenses palliatives jusqu'à présent induites par la confusion monosystémique, gommant ainsi les gribouillis inextricables que les complexifications structurelles correspondantes accumulent de décennies en décades, puis de décades en décadence. La multiplication si malsaine des aides sociales et autres subventions sans contrepartie se réduira à l'essentiel d'un strict minimum positivement gérable afin de mieux orienter le progrès d'une croissance sociétalement maîtrisée, au lieu de faire inéluctablement disparaître le sens et la beauté de l'édifice commun sous un labyrinthe d'échafaudage toujours plus fragile. À la seule condition vitale de respecter la partition-répartition biéconomique à hauteur des dits 50% bruts de participation citoyenne, tels que définis plus haut, les tempérants de demain, en tant qu'humains plus accomplis que jamais, auront franchi une étape historique décisive, fixant une fois pour toutes les équiproportions de la paix civile, dont dépend l'heureuse contagion de la paix planétaire. 2. Le contenu du revenu universel. Le minimum sociétal concret que suppose le revenu universel, tel qu'évalué ici à 1 500 € par adulte pour la France actuelle, moyennant 2 journées et demie de travail par semaine, peut sembler insuffisant aux yeux de certains, autant qu'excessif pour d'autres, au seul regard des contraintes de chacun, a fortiori
tant que l'on raisonne sur la base incomplète des critères aberrants, encore imposés par le monosystème néolibéral et mondialisé, pour son seul profit financier. Pour autant, ce pouvoir d'achat ou salaire minimal garanti peut déjà matériellement et socialement correspondre à une vie décente et confortable compte tenu de tous les progrès accomplis, et ce d'autant plus que l'universalité de sa sécurisation changera la donne en équilibrant les excès et frustrations qui faussent encore aujourd'hui notre vision de la réalité. Une fois le principe de partition-répartition à 50% brut établi pour le juste partage de toute richesse créée entre la société et l'individu, on sait que la définition concrète du revenu minimum fera partie des choix démocratiques de la majorité citoyenne, parmi les autres priorités que constitueront toujours les ministères déjà essentiels d'aujourd'hui, à savoir principalement ceux concernant l'éducation, la santé, la culture, la sécurité intérieure, la justice, la politique écologique et la défense. Tous les néo-citoyens, en tant que voteurs et non plus électeurs, seront à même de suggérer et de valider ou non les futurs choix collectifs, soit directement s'agissant des mesures les plus locales ou communales, soit via leurs assemblées semi-référendaires et dûment échantillonnées pour les décisions d'envergure nationale. Outre la teneur des décisions sur lesquelles voter, le propre d'une responsabilité politique tient d'abord aux priorités à définir par ordre décroissant, ce qui précisera la juste place du revenu universel en tant que nouvel équivalent budget parmi les autres dépenses habituelles. Il paraît pour le moins logique de penser que la garantie citoyenne du revenu universel deviendra la priorité absolue et conséquemment le premier devoir constitutionnel et socio-économique de l'État, dans la mesure même où la nature et le volume de la plupart des autres budgets en dépendent radicalement, comme il a pu être précisé plus haut. L'efficience de cette nouvelle priorité absolue s'imposera en toute logique, puisque son efficacité sociétale se trouvera garantie par l'augmentation des moyens effectifs disponibles dérivant de la participation minimale de tous les citoyens adultes, la généralisation de l'impôt participation de 50% brut sur l'ensemble des revenus, les économies immédiates occasionnées par la disparition des principaux budgets sociaux palliatifs au profit du revenu universel, et à plus long terme, la diminution progressive de très nombreux gaspillages liés aux comportements et mentalités biaisés par l'intempérance sociétale. Ainsi donc, tout porte à croire que la garantie citoyenne et son revenu universel deviendront la priorité socio-économique de chaque société, en tant que meilleure façon de mutualiser un maximum de biens et services universellement nécessaires, mais en respectant le territoire objectif de la vraie liberté individuelle, seule façon d'obtenir en prime la preuve concrète d'une gestion socio-économique enfin optimale, propre à réduire au strict minimum indispensable l'impact environnemental de notre espèce humaine. Seule l'inscription constitutionnelle de l'équilibre biéconomique à hauteur des 50% bruts du minimum-maximum en tant qu'application concrète des droits et devoirs propres à tout citoyen sera à même de donner un sens complet aux garanties politiques vainement proclamées par les pseudo-démocraties actuelles sur la base désormais quantifiable de l'analyse minutaire directe ou comparative. L'effet purificateur de cette justice, concrètement équilibrée et objectivement mesurable, ne manquera pas de nous éviter les dangers inutiles de la surcroissance inhérente à tout monosystème capitaliste en instaurant les vraies valeurs d'un libéralisme à échelle humaine, d'un marché libre nécessairement plus local et national que mondial, au sein duquel chaque néo-citoyen aura sa chance via la permanence d'un choix dénué de la moindre concurrence vitale. Les réajustements automatiques du néo-marché auront pour effet d'équilibrer mécaniquement les prix, les salaires ou revenus, ainsi que la qualité et les volumes s'agissant là des biens et des services correspondants, de sorte que le pouvoir d'achat des 1 500 € de l'exemple français garantira un maximum de confort individuel universellement partagé, tant matériel que culturel et social, à la façon d'un tissu vivant auto-régénéré après désinfection. Selon les options démocratiquement choisies et de fait variables au fil du temps, le revenu universel de la garantie citoyenne pourra se concrétiser, à minima, via un salaire citoyen directement exprimé en valeur monétaire courante en tant que répartition socialement justifiée d'une portion de la moitié des richesses produites, sous forme possible d'un instrument de paiement spécifique
protégés de toute fluctuation ou contamination typique des aléas des secteurs et marchés privés, sachant qu'une telle solution supposerait alors une forme de double comptabilité généralisée au sein même de l'ensemble du secteur privé, par exemple via le truchement d'une double monnaie hermétiquement subdivisée. De la même façon, s'agissant des biens et services les plus fondamentaux, et si telle s'avère la préférence majoritaire, il sera également possible d'opter pour une stricte différenciation matérielle entre les productions et consommations privées ou publiques, en réservant dans un tel cas des produits ou prestations spécifiques au seul contexte du domaine public, sans impliquer pour autant que les moyens de production se trouvent en aucune manière collectivisés. Cela dit, toute autre solution imaginable restera possible au gré des préférences et options techniques propres à chaque société humaine, en fonction de son histoire et de sa mentalité collective. Et l'on a déjà pu constater que la double monnaie précitée ne serait certes pas l'option la plus simple, au point de lui préférer une partition interdomaniale purement comptable et semi-étanchéifiée par l'utilisation d'une monnaie unique, moyennant toutefois un minimum de sécurisation technique et financière du domaine public, entre autres par le biais d'une banque citoyenne universelle et de son système bancaire délibérément simplifié. On voit donc que la souplesse du principe bi-économique et de la partition-répartition minime-opti-maximale se prête à toutes les situations culturelles, à n'importe quel degré ou dosage possible entre les pôles peu ou prou complémentaires du socialisme et du capitalisme, au gré de chaque civilisation, ainsi qu'au fil de l'évolution des humains en termes de conscience collective et de responsabilisation. Peu importe, au final, l'actualisation historique, technique et matérielle propre à tel ou tel lieu géographique ou autre contexte, tant que le principe des 50% bruts de partition-répartition se trouve respecté, car l'équilibrage pacificateur que cette modalité autorise ne dépend pas de la préférence relative de telle ou telle société envers l'une ou l'autre des options extrêmes classiques, telles que celles-ci s'expriment dans la caricature politique entre partis de droite ou de gauche. Quoi qu'il advienne, la réalité historique tendra immanquablement à équilibrer les deux sphères sociétales de façon de plus en plus complémentaire, comme en témoigne la loi de l'équilibre bisphérique tendanciel. L'essentiel était de trouver le moyen de définir et de mesurer les conditions pratiques d'un calcul universel permettant d'atteindre et de maintenir l'équilibre en question sous quelque forme d'équivalence que ce soit, ce que permet précisément et uniquement la solution bi-économique et minutarisée ici proposée. Autrement dit, cet équilibrage exprimé en valeur minutaire permet de devancer la tendance historique de n'importe quelle civilisation digne de cette appellation, en favorisant l'accomplissement de cette indispensable évolution paritaire entre le public et le privé, comme entre la société et l'individu, unique façon d'apaiser ce couple vital pour le pérenniser, sans pour autant risquer de figer son libre parcours historique, en aucune manière. 3. Complémentarité des responsabilités sectorielles. Le domaine public, dont tous les citoyens font partie intégrante à hauteur de 50% de leur temps d'activité et de leurs revenus, a donc le devoir constitutionnel d'assurer le respect de la partition-répartition qui correspond aux équilibres sociétaux du minimum-maximum, en tant que garantie concrète des droits et devoirs universels de chaque citoyen, tant politique que désormais aussi socio-économique. La responsabilité correspondante des pouvoirs publics leur donne le droit enfin légitime d'assurer, par tous les moyens disponibles et majoritairement choisis, la jouissance effective de la garantie citoyenne et du revenu universel correspondant pour chacun des citoyens adultes résidant sur le territoire républicain, moyennant, en contrepartie, la participation minutaire de ce dernier à hauteur de 50% du total de ses revenus, sinon du temps légal jugé complet en tant que membre effectif du domaine public, et ce, quel que soit le secteur d'activité concerné. L'équilibrage constant qui en découle s'opérera dès lors par le biais d'un impôt participation de proportion minutarisée immuable et universelle, correspondant aux 50% brut du minimum-maximum et prélevé sur l'intégralité des secteurs d'activité publique et privée, impliquant aussi bien les personnes physiques que les entités juridiques morales qui perçoivent le moindre revenu. En conséquence logique de l'équi-identité universelle précédant toute histoire individuelle
ou collective, et en tant que valeur intrinsèque inaliénable de chaque vie quantifiable en minutés, l'égalité minimale que suppose la paix sociale se concrétise par un calcul distinctif entre les richesses socio-économiques publiques et privées, pour maintenir en toutes circonstances l'équilibre bisphérique correspondant. À la manière d'une boussole au sein d'une bulle liquide, lui conservant sans cesse son équilibre horizontal, les secteurs publics et privés doivent être et rester constitutionnellement en situation de péréquation osmotique, ce qui implique pour les autorités l'obligation de compenser les insuffisances inévitables du secteur privé via quelques solutions pratiques et appropriées d'implication directe ou indirecte au sein même de la socio-économie la plus locale possible, atelier municipal, emploi associatif, régie, voire mise à disposition d'emplois citoyens auprès du micro-marché privé, le cas échéant. La garantie citoyenne et son revenu universel ne peuvent en effet se concevoir qu'en donnant à l'État et aux communes les moyens pratiques de pallier les imperfections et autres aléas du secteur privé. Ce dernier est toujours, par prédilection, le lieu privilégié de la création de richesses via un marché légitimement libéral, et l'on sait que le nouveau cadre délodiste et bi-économique sera de fait la meilleure garantie que le dit marché reste libéral sans plus virer au monopole injustifié. Cela dit, l'histoire empirique montre à l'envi que le capitalisme naturel est aussi incapable, sciemment ou non, de garantir le plein emploi autant qu'un revenu minimal décent, du fait même des abus de pouvoir dérivant de l'enjeu vital et concurrentiel de notre condition animale. C'est plus particulièrement le cas chaque fois que la pyramide sociétale dépasse les limites physiques de son équilibre précaire, comme le montrent hélas les actuelles régressions sociétales dérivant du néolibéralisme mondial via l'exclusion ou la surexploitation d'un nombre croissant de citoyens, voire de populations entières, et la paupérisation accélérée des classes moyennes, avec les conséquences politiques déplorables que l'on sait, via les violences et l'ensauvagement de la société, en vaine réponse aux sommets atteints par l'injustice systémique. La nouvelle responsabilité socio-économique que la Constitution délodiste et enfin exhaustive impose désormais ne fera que confirmer et simplifier le rôle du domaine public en tant qu'outil modérateur ou principe d'équilibrage constant, un peu comme un effet de suspension hydraulique gommant les aléas des virages historiques, ou un répartiteur de freinage évitant tout dérapage vitalement dommageable. En réalité, les pouvoirs actuels improvisent déjà largement ce rôle de pompier, bien qu'en partie seulement et maladroitement, au prix d'incommensurables gaspillages, chaque fois que des comportements privés irresponsables suscitent des crises trop graves et autres cas d'urgence, tandis que les sauvetages correspondants visent surtout les banques et les entreprises, au détriment des particuliers, même en tant que salariés. De façon plus concrète, tout cela signifie simplement que l'État, via les régions, les départements et surtout les communes, doit prendre en charge le financement des exclus de l'économie privée aux frais de cette dernière, ou, à défaut, en frappant monnaie en toute souveraineté en lieu et place de la fausse dette publique précédemment explorée. Après tout, si le secteur privé et son libre marché s'avèrent incapables d'assurer le plein emploi ou un revenu de base sociétalement décent, le droit ou le devoir de la puissance publique n'est autre que de compléter ces manquements pour répondre à un besoin doublement justifié. Car, en réalité, il s'agit par là non seulement de garantir l'égalité citoyenne ou sociale minimale à laquelle chacun a droit de par le seul fait de son existence, mais aussi et surtout de pallier l'insatisfaction des besoins en particulier sociaux ignorés par le secteur privé faute de rentabilité, et de créer puis distribuer la proportion de masse monétaire indûment dérobée par un marché illégitimement surlibéral. On a déjà pu observer à cet effet que chaque création monétaire visant à relancer la demande et le pouvoir d'achat des citoyens les plus modestes, en réponse aux abus du hold-up décrié, n'entraîne aucun danger d'inflation, et d'autant moins qu'en réalité, la nouvelle masse monétaire disparaît instantanément dans le puits sans fond de l'économie virtuelle et financière, même via la seule consommation additionnelle ainsi provisoirement suscitée. En situation historique habituelle, le risque inhérent à la plupart des comportements du secteur privé est de dépasser spontanément la limite du minimum maximum, soit à travers le non-respect de la valeur objective du travail,
soit par l'exploitation du consommateur en matière de prix ou de qualité du produit ou service, induisant dès lors l'abus de pouvoir caractéristique de toute société monosystémique, ignorant de fait la bi-économie autant que l'universalité de la valeur minutaire. Il en résulte toujours à terme l'exclusion d'un nombre croissant de citoyens et la précarisation généralisée des classes moyennes, signes avant-coureurs d'un effondrement sociétal. Autrement dit, c'est par cupidité accrue que le secteur privé, pétant littéralement les plombs de toute décence, se met à saigner la population, à dérober l'argent public autant que le pouvoir d'achat des citoyens dominés, non sans corrompre peu à peu les cadres politiques ainsi que chaque administration, pour développer un marché monopolistique en contradiction totale avec les principes libéraux, ce qui étouffe la société dans une situation de dictature socio-économique. Qui plus est, ce comportement peut s'avérer plus ou moins inconscient ou naïf, dans la mesure où, même sans être un délinquant socio-économique, n'importe quel citoyen se trouve entraîné dans les excès de cette spirale mortifère et aliénante du seul fait de la confusion monosystémique sociétale et de sa pesanteur historique. Autrement dit, pour cause d'absence de proportionnalité macroéconomique ou bisphérique et de répartition semi-égalitaire du PIB en tant que nouvelle richesse périodique. En l'absence de toute solution bi-économique minutarisée à 50%, ce schéma historique sociétal montre que le marché se désintéresse peu à peu des besoins sociaux positifs et vitaux pour ne s'engraisser que sur leur dénaturation négative, faisant de la santé, de la sécurité, comme de tout autre service public, autant de marchés privatisés de facto, avec la complicité des anesthésistes politiques dont les discours préélectoraux deviennent à chaque occasion plus mensongers. Dans ces conditions, il est primordial que la société comble les absences et autres manquements du marché privé en créant localement les services indispensables, ainsi que, le cas échéant, et dans de très précautionneuses proportions, la monnaie nécessaire au budget correspondant, quitte à promouvoir également des activités financièrement équilibrées, sans aucun besoin de s'endetter auprès d'un secteur privé dont les dominants ont tendance à absorber et retenir d'énormes quantités de liquidités en quelques réseaux ou marchés fermés hors circuit utiles. Les activités, biens et services délaissés par ledit marché en raison de leur trop faible productivité ou rentabilité s'avèrent aussi nécessaires à chacun que les produits lucratifs de l'économie libérale, ce qui légitime des emplois publics possiblement plus nombreux, et ce, d'autant plus qu'après tout, la raison d'être du secteur privé n'est pas d'assurer le plein emploi. De la même manière, sur le plan financier ou comptable, la création monétaire publique ne fait alors que remplacer la disparition préjudiciable de masses d'argent actifs et utiles ne circulant plus sur le marché usuel, suite à leur captation et leur accumulation en dehors de l'économie générale, entre les mains d'une micro-minorité spéculative, via la bourse, l'immobilier, le marché de l'art ou tout autre circuit fermé, ce qui peut dès lors légitimer une création monétaire en cas de besoin avéré, en particulier lors de la mise en place des nouveaux équilibres sociétaux. Enfin, l'implication socio-économique publique pourra aussi aboutir à la création d'ateliers, de commerces ou autres régies de toute envergure, du local au national, à but semi-lucratif ou pleinement lucratif selon le cas, et toujours dans l'optique de compléter les manquements du marché privé, voire d'entrer en concurrence avec ce dernier en cas d'abus délibéré ou autre priorité stratégique, uniquement sur décision majoritaire des citoyens concernés, et dès l'échelon le plus local. N'est-il pas logique qu'une commune trop isolée et dépourvue de tout commerce puisse s'organiser solidairement en acquérant le droit, le pouvoir autonome et les moyens pratiques de créer la structure conviviale appropriée, financièrement équilibrée dans la mesure du possible? On comprend dès lors que l'avènement prochain d'une gestion bi-économique sur son fond de démocratie délodiste simplifiera les rôles respectifs des deux sphères sociétales, non sans s'adapter aux diverses situations de l'histoire à venir, promouvant avant longtemps le meilleur équilibre possible entre les secteurs publics et privés. De plus, l'évolution correspondante pourra constamment s'ajuster en douceur grâce à cette péréquation intersphérique minutairement contrôlable, agissant à la façon de vases communicants, en parfaite osmose et complémentarité. Enfin, force est de rappeler ici que l'ouverture des initiatives du marché privé
à l'ensemble des citoyens grâce à leur double existence sociétale, offrira la meilleure occasion de stimuler la créativité, de ressusciter la vie locale sur tout le territoire républicain, à tel point que, via l'impôt participation universelle, la pseudo-dette publique disparaîtra en même temps que son triste symétrique de surépargne privée et spéculative, du moins s'agissant des enjeux vitaux. Le rôle local des futures communes délodistes sera irremplaçable, dans la mesure où elles seules seront à même de décider en matière de besoins locaux, de gérer et de contrôler les activités des ateliers et autres structures municipales, et cela en totale transparence continue vis-à-vis des citoyens décideurs et de leur majorité. Par certains côtés, on peut admettre qu'il s'agit là d'une forme optimale de microsocialisme local, ou communalisme, en l'occurrence pleinement justifié, sans aucune dictature du prolétariat ni la moindre centralisation. C'est là le minimum incompressible de gestion collective indispensable, en particulier vis-à-vis des citoyens les plus fragiles sur le plan socio-économique, selon le principe de solidarité ou de fraternité, qu'il s'agisse des assistés ou autres exclus des sociétés ultralibérales de fait. Cela dit, il faut oser se projeter dans l'avenir pour apprécier à quel point la sécurisation sociale, délodiste et bi-économique pourra réduire l'ampleur de cette urgente nécessité et du rôle correspondant, comparé aux dégâts sociétaux si flagrants et disproportionnés d'aujourd'hui, car tous les excès de l'ultralibéralisme mondialisé auront disparu, fermant définitivement le robinet de la paupérisation et de la surexploitation de tous les citoyens grâce au plancher éco-constitutionnel de la garantie citoyenne et de son revenu universel. Ainsi donc, dans les dimensions vitales de la vie quotidienne, la Constitution délodiste affirmera le rôle de l'État, ou de la commune, en tant qu'instrument régulateur ou équilibreur intersphérique autant qu'interdomanial, et ce, non seulement à travers la gestion minutaire et bi-économique du minimum-opti maximum, mais aussi en tant qu'employeur responsable de tout citoyen adulte n'ayant pas trouvé sa libre place au sein de l'un ou l'autre des deux secteurs subsociétaux. Comme déjà précisé, chaque employé communal ou public se trouvant légitimement pris en charge par la collectivité, hors toute embauche réciproquement choisie, n'aura qu'une liberté limitée quant à la rotation fonctionnelle qui lui sera quasi imposée, ce qui sera par ailleurs propre à stimuler la recherche d'emploi ou l'initiative individuelle et privée de l'intéressé en cas de relative insatisfaction ou frustration. Car, aussi vrai que l'État délodiste doit financer le revenu universel de la garantie citoyenne, la commune correspondante doit piloter et contrôler toutes les conditions pratiques du service citoyen qui en constituent la juste réciprocité, sur la base d'une distribution et d'une rotation aussi optimale que possible des tâches correspondantes. Il est dès lors tout à fait justifié qu'à l'instar d'un microsocialisme, la garantie citoyenne minimale s'accompagne d'une restriction proportionnée de liberté de choix, sachant qu'une fois cicatrisées les blessures sociétales des abus néolibéraux d'aujourd'hui, il ne s'agira avant longtemps que de situations minoritaires et temporaires, concernant typiquement une circonstance imprévue de perte d'emploi, ou quelque autre accident de parcours individuel. Ainsi, en quelque sorte, une petite proportion minimale de toute société délodiste et bi-économique peut être assimilable à un contexte socialiste très localement géré, et applicable sur la seule minorité citoyenne qui nécessite ce minimum d'assistance réciproquement active, correspondant précisément à la part sociétale non couverte par les libres marchés des recrutements privés et publics habituels, sachant que plus la société future sera lavée des salissures de l'histoire monosystémique et respectueuse en tout point de l'équilibrage du minimum-opti maximum, plus cette proportion d'obligations sociétales, en réalité autant subie par la collectivité que par les personnes adultes ainsi secourues, aura tendance à disparaître, pour se voir remplacée, soit par des contrats d'embauche publique pérennisés, soit par un libre retour à l'emploi ou toute autre forme d'activité en secteur privé. En résumé, quelle que soit la situation vécue des personnes localement concernées, la contrainte réciproque d'activité minimale du service citoyen sera l'expression de la solidarité républicaine déjà stipulée dans chacune des précédentes constitutions, hélas en vain jusqu'à ces réflexions. En contraste très révélateur avec la dignité sous-jacente à cette situation citoyenne minimale,
La pratique improvisée de l'assistanat sans contrepartie infantilise et détruit les citoyens les plus fragiles, à la façon d'une fausse charité toujours culpabilisante, aggravant la dépendance, le ressentiment et la détresse psychologique de personnes dès lors tentées par des abus en tout point symétriques à ceux des premiers de cordée, et pour un gâchis social qui garantit à terme une faillite sociétale. Il s'agit bien, dans le cas présent, d'un pognon de dingue, au sens de dépenses croissantes totalement stériles et plus encore contre-productives du point de vue socio-économique autant que psychologique, à cette différence près que la dinguerie est nettement du côté des stratégies de domination aboutissant à de tels besoins, tant les sachants dominants ressemblent à des pompiers pyromanes arrosant les braises d'une pseudo-démocratie tombée des urnes dans le plus grand dépouillement et peu à peu réduite en cendres. Tout est une question de proportion, car la société délodiste et bi-économique n'est pas un monde de bisounours où la perfection serait totale, puisqu'à l'échelle des citoyens les accidents de parcours seront toujours possibles, a fortiori s'agissant de la libre évolution du secteur privé. Mais les chocs individuels seront adoucis et sécurisés contre les conséquences les plus extrêmes par la solidarité minimale que suppose chaque société en vertu du principe républicain de fraternité, et le rôle plancher de la garantie citoyenne et de son revenu universel offrira le meilleur moyen de tirer les plus faibles d'entre nous vers le haut, via l'emploi minimal garanti et le réapprentissage correspondant, attestant le droit imprescriptible de chacun à une existence socialement décente. L'avantage d'une société délodiste et bi-économique sera de limiter les accidents de parcours, non seulement en termes de gravité existentielle individuelle, mais plus encore ici en termes de proportion sociétale, à la différence de la paupérisation ou précarisation de masse, si tristement caractéristique, tôt ou tard, de chaque pseudo-société monosystémique, et toutes les situations d'injustice vitale ou de stress absolu auront disparu du paysage sociétal, qu'il s'agisse du chômage des adultes ou de la misère des sans-abri, entre tant d'autres degrés de violence subie. Il ne saurait donc y avoir d'autre solution que la tempérance délodiste et bi-économique pour répondre enfin positivement aux quêtes humanistes plus encore qu'humanitaires d'un abbé Pierre ou d'un Coluche à travers leurs œuvres d'urgence. 4. Vers une responsabilisation universelle. Pour être aussi concret que possible, et tout en laissant les futurs tempérants libres de s'organiser via la loi majoritaire, il est nécessaire de prendre en compte la réalité historique des humains d'aujourd'hui les plus dépendants, non pas les adultes suffisamment autonomes pour assumer spontanément leur participation minimale au sein des domaines ou secteurs publics ou privés, lesquels sont des citoyens déjà complets et aptes à gérer leurs responsabilités quotidiennes en matière de travail et de consommation, mais plutôt ceux qui, pour quelque raison que ce soit, s'avèrent incapables de se prendre en charge sans assistance. En république délodiste, construite sur l'équilibre bi-économique, les assistés et autres cas sociaux pourront et devront devenir des citoyens minimaux comme tous les autres, premiers de cordée compris. Ils font partie de la seule et unique classe citoyenne qui fonde la société, même si leurs difficultés requièrent une assistance particulière de la part de leur commune de résidence. S'ils sont à ce point cassés par la vie, ou en retard plus ou moins relatif d'évolution personnelle, ils n'en ont pas moins le droit et devoir de se faire localement accompagner, moyennant l'obligation légale incontournable d'offrir leur propre part de service ou de travail à raison de 2 journées et demie ouvrées par semaine, du moins pour l'exemple français récurrent, et dès lors sous la supervision directe de la commune correspondante. Cela suppose de fait un certain degré de coercition de la part des autorités locales, voire d'organisation collective d'une prise en charge à la fois physique et spatiale appropriée, quitte à regrouper ces personnes en ateliers spécifiques, à condition que les moyens afférents conservent une échelle humaine et très localement maîtrisée. En effet, nul ne saurait exister sans profiter d'une façon ou d'une autre de la société, sitôt qu'il ou elle se trouve en contact avec autrui et sur le territoire républicain ou national, ce qui suppose aussitôt un minimum d'obligations. Il en résulte que refuser cette participation minimale spontanée revient à se mettre hors la loi, donc à commettre un délit plus ou moins volontaire de sous-responsabilisation socio-économique, induisant dès lors une responsabilité
qui peut aller jusqu'à être considéré comme pénal, sitôt qu'une mauvaise volonté est avérée. Car il est de fait aussi militairement illégitime que moralement choquant de profiter du travail d'autrui sans aucune contrepartie, à plus forte raison s'agissant de la satisfaction du minimum si vital et universel définissant la citoyenneté socio-économique. Ainsi, au cas par cas, et sur la base d'une observation localement vérifiée, les citoyens majoritaires de la commune pourront déterminer précisément le volume de participation imposable à toute personne assistée en raison de son incapacité patente à s'autogérer suffisamment. Par exemple, s'agissant des actuels SDF, une juste prise en charge communale devra organiser un service de travail obligatoire dûment encadré et regrouper les personnes concernées en un lieu précis pour en assurer provisoirement le logement et la satisfaction de tous les besoins nécessaires, alimentaires, vestimentaires et surtout rééducatifs. Cette prise en charge, par sa gestion locale en petites structures, n'aura rien de commun avec les abus historiques des camps de travail typiques de certaines dictatures et constitue la seule façon de réhabiliter des êtres humains détruits par la loi du marché, sinon par leur propre faiblesse. C'est par rapport à ces personnes hyper fragilisées qu'une forme de socialisme temporaire et individualisé doit s'imposer à minima, dans le seul but de reconstruire chez elles une personnalité citoyenne autonome. Et c'est donc au prix d'une mise entre parenthèses, toute provisoire, des libertés individuelles que l'indifférence sociétale actuelle sera remplacée par la disparition définitive et légale de la misère. La force de la loi doit s'appliquer par n'importe quelle méthode possible vis-à-vis de tel ou tel citoyen avéré récalcitrant dans ce contexte de l'assistance totale, en une légitime symétrie par rapport aux contraintes financières imposées aux citoyens les plus fortunés, car aucune autre solution ne saurait garantir l'égalité minutaire minimale caractérisant le domaine public universel. Sans même aller jusqu'au cas extrême des SDF ou de toute autre personne en situation peu ou prou comparable, il est fondamental, ne serait-ce que via l'éducation ou la rééducation civique, de restaurer la dignité et la souveraineté de chaque citoyen par sa responsabilisation, puisque l'autonomie citoyenne minimale est la condition de la moindre liberté assumée. Les développements des chapitres précédents ont été très logiquement centrés sur la relation complémentaire entre la liberté individuelle et l'indispensable et légitime minimum d'égalité citoyenne, sans lequel l'abus de pouvoir se confond avec une réussite excessive stupidement limitée à sa seule richesse financière. Or, précisément, les abus de pouvoir de certains premiers de cordée, devenus à leur manière irresponsables, induisent leurs conséquences symétriques sous la forme d'une perte d'autonomie et de responsabilité chez les plus fragiles, et dans des disproportions qui dépassent très largement les accidents de parcours individuels, jusqu'au point de se métastaser à travers la misère et la précarisation de masse, signe de l'échec systémique le plus total. Être individuellement responsable en tant que citoyen dès lors complet, c'est pouvoir assumer l'existence minimale, correspondant au contrat de la garantie citoyenne sans aucune aide extérieure spécifique. Que l'on soit en situation d'emploi compensatoire public, d'emploi public librement et mutuellement contracté en tant que fonctionnaire, ou impliqué dans n'importe quelle activité du secteur privé. Cela suppose de s'assurer son propre revenu universel en contribuant, à égalité avec tous ses concitoyens, au minimum-opti maximum d'activités correspondant via les conditions pratiques définies de façon libre et souveraine par la majorité républicaine. La responsabilité en question implique donc une autonomie comportementale en tant que travailleur et consommateur, sachant que l'équilibre minimal d'émancipation responsable que cela suppose sera encouragé dans les meilleures conditions possibles, sitôt que chacun pourra naviguer sur les eaux apaisées d'un océan délodiste et bi-économique, avec la sécurité garantie de ne jamais couler grâce au revenu universel et à la participation minimale d'utilité publique qui en forme la contrepartie. S'il est assez facile d'imaginer ce que sous-entend un bon travail sur des critères clarifiés de productivité minimale et pour un résultat aisément quantifiable, c'est en matière de consommation que la liberté offerte par le pouvoir d'achat implique plus activement la responsabilité de chacun. Cela suppose, via l'éducation ou rééducation correspondante, un contrat citoyen explicite,
par lequel chacun devient responsable de la pertinence de ses dépenses, de l'efficience minimale de ses priorités par l'ajustement de son train de vie à ses moyens financiers, autrement dit, de son mode de vie à son niveau de vie, afin d'éviter toute situation d'endettement anormal ou de précarisation sur l'essentiel. En effet, dans la mesure où le revenu universel pourra couvrir l'ensemble des besoins vitaux au sens le plus large possible, la cohérence minimale impose que chaque citoyen soit tenu responsable de son confort vital et les adultes nécessitant une assistance, bien que de plus en plus rares en situation de bi-économie délodiste, seront ceux qui ne sauront pas gérer leur budget correctement, gaspillant trop de ressources sur le futile aux dépens de l'indispensable. Dans de tels cas, la prise en charge que suscitera ce défaut de responsabilité impliquera une restriction de liberté pleinement justifiée par la transformation de tout ou partie du revenu universel sous forme de produits et services spécifiques et limités, pour prendre le relais d'un comportement dès lors inadéquat, précaution, qui devrait déjà être adopté en matière d'assistance alimentaire vitale ou de fourniture scolaire, entre maints autres exemples, chaque fois que les versements correspondants sont détournés de leur finalité essentielle. C'est bel et bien ainsi, avec autant de fermeté que de pédagogie rééducative, que les citoyens en retard d'émancipation vers la responsabilisation se verront le plus efficacement incités, en étant activement accompagnés jusqu'à l'autonomie minimale que suppose toute dignité citoyenne, sachant que l'exemple d'un contexte national devenu équitable envers des citoyens égalitairement responsabilisés grâce à leur appartenance commune au domaine public ne pourra qu'infuser une conscience positive chez les plus démunis ou autres révoltés, aujourd'hui encore délaissés par la jungle ultralibérale. Outre la scandaleuse situation des victimes les plus flagrantes ci-dessus évoquées, celle de nombreux citoyens actifs peu à peu déclassés, allant jusqu'aux 3/4 d'une classe moyenne de plus en plus contrastée, révèle une surresponsabilisation sociétale proportionnelle à l'exploitation dont ces citoyens majoritaires font l'objet, que ce soit en tant que travailleurs, consommateurs, contribuables ou petits épargnants. Ces fameuses classes moyennes, dont les responsabilités professionnelles sont à maints égards les plus essentielles pour la société tout entière, comme la crise du Covid-19 a pu le révéler de façon si éclatante, font injustement les frais des aberrations monosystémiques libérales, en se trouvant systématiquement sous-rétribués et surtaxés pour financer en même temps l'enrichissement et la détaxation de fait des premiers de cordée, ainsi que l'assistance à fonds perdus d'une proportion toujours croissante de sous-citoyens précarisés ou exclus. De facto, saignés à blanc en continu, le plus souvent surchargés de travail et à la limite du burn-out dans un climat de stress permanent, les atomes du ciment de toute société stable se désagrègent ainsi sous le ruissellement de leurs obligations croissantes, sacrifiant leur vie privée, leur temps libre et leur santé à l'héroïsme finalement excessif de leur courage quotidien. La tête dans le guidon, sans un seul instant pour réfléchir à cause du tourbillon d'accélération insensé qui les aspire au sein des grandes métropoles, ces valeureux citoyens subissent en fait les surcoûts d'une croissance sans progrès, accumulant fébrilement des biens de consommation de plus en plus sophistiqués sans avoir le loisir d'en profiter suffisamment, tandis qu'à l'instar des cendants si chers à un ancien président socialiste, ils ruinent indûment leur précieuse santé et réduisent leur espérance de vie, au travers de pathologies différentes, mais tout aussi mortifères. Inutile d'insister, dès lors, sur le fait trop évident que ces 60% à 70% de citoyens seront les grands perdants des déséquilibres propres à la dérive de tout monosystème libéral dérégulé aussi longtemps que la seule solution d'équilibre possible, bi-économique et minutarisée, ne sera pas adoptée via un choix nécessairement majoritaire et démocratique. La notion cruciale de responsabilité ne leur est pas étrangère, puisqu'ils assument à eux seuls la majeure partie de celle des déciles extrêmes de la même société. Enfin, au-dessus d'une catégorie moyenne supérieure déjà fort rétrécie de citoyens tirant leur épingle du jeu actuel, et dont certains se rapprochent de la minorité dominante, les élites socio-économiques, autant que politiques, jouissent d'une responsabilité de pouvoir de fait foncièrement abusive, déléguant le travail aux directions privées et administrations publiques pour s'octroyer d'innombrables privilèges de situation
et assouvir au passage des ambitions toujours plus illégitimes, à tout le moins en termes de disproportion cumulative. Volontairement ou non, ces citoyens oublieux de leurs devoirs peuvent, pour ainsi dire, se gaver en dormant, une fois passées certaines limites de fortune personnelle, profitant sans vergogne d'un effet boule de neige ou multiplicateur, de nature monopolisatrice dès lors exponentielle au fil des années, tandis que leurs gains par trop excessifs déséquilibrent la balance sociétale, aspirant des ressources financières automatiquement englouties dans une spéculation-thésaurisation de plus en plus déconnectée de la réalité socio-économique positive ou utile, faisant ainsi disparaître la masse monétaire indispensable à l'économie réelle. Ces richissimes citoyens, certes très méritants lorsqu'ils sont à l'origine de leur réussite, sont pour autant en situation objective d'abus de pouvoir volontaire ou non, dans le sens délodiste et bi-économique du terme, puisque leur part du fameux gâteau sociétal dépasse toujours plus largement la juste proportion du minimum-maximum, ce qui équivaut à un comportement de délinquance socio-économique, ainsi que politique, d'exploitation illégitime directe ou indirecte de millions d'alter-égaux, même sous l'apparence subjective d'une relative légalité historique. Toujours plus privilégié au sommet d'un système qui finit par s'apparenter à un jeu truqué via un entre-soi devenu structurellement mafieux, ces citoyens surdominants et ultra-minoritaires n'assument pas suffisamment leurs responsabilités sociétales puisqu'ils surexploitent le travail et l'existence même d'autrui au sens minutaire et vital de ce terme, avec les conséquences si désastreuses abondamment décrites dans les chapitres précédents. Grâce à la base désormais objective de l'analyse minutaire et à la solution équilibrée du principe bi-économique, ces leaders historiques, si nécessaires à toute société, peuvent enfin savoir dans quelle mesure leur réussite est justifiée, sur quelle base légitime ils peuvent s'épanouir sans nuire à autrui, sans déséquilibrer la cohérence sociétale. C'est la grande nouveauté à la clé des présentes réflexions, par laquelle la légitimité de la réussite individuelle ou associée, propre au secteur privé, se trouve ainsi pleinement objectivée comme droit fondamental, en même temps que limitée par la définition de sa juste frontière avec l'intérêt général. Puisque tout être vivant en société est autant une personne sociale qu'un individu unique, en proportion strictement égale, force est bien d'en déduire que toute activité ou création de richesse, quel qu'en soit le contexte sectoriel, s'accomplit pour moitié en tant que membre solidaire du domaine public, au titre de la valeur minutaire sociétale et cumulée qui permet chaque réussite personnelle, tandis que pour l'autre moitié, l'argent gagné est totalement personnel, en tant que revenu ou fortune méritée d'une façon ou d'une autre, même s'il s'agit d'un héritage, dans ce cas-là seulement limitable par le respect d'un minimum-maximum patrimonial à définir selon les critères spécifiques à chaque peuple et en fonction du patrimoine sociétal total, ce qui fera nécessairement l'objet de réflexions ultérieures. Parmi les plus riches de nos concitoyens, nombreux sont ceux dont la conscience honnête est troublée par la sensation d'abuser malgré eux d'une fortune excessive et de revenus trop faciles, en contraste avec une misère croissante de plus en plus difficile à ignorer, au point que certains vont jusqu'à lancer des appels officiels et publier des pétitions paradoxales promouvant le besoin urgent d'une redistribution minimale des cartes, à la façon d'un New Deal et en guise de soupape périodique propre à éviter l'explosion de la cocotte-minute sociétale. Mais sur quels critères, dans quelles proportions, et via quel système adéquat, si ce n'est sur la base objective et universelle du calcul minutaire d'une part, à hauteur du minimum-maximum bi-économique des 50% bruts d'autre part, et enfin via une démocratie intégralement citoyenne pour garantir l'égalité minimale en même temps que la liberté maximale? Autant dire que tous les puissants d'aujourd'hui, responsables, parfois malgré eux, des débordements sectoriels et domaniaux d'une trop grande liberté individuelle privée, même en secteur public, savent désormais où se situe précisément la limite de leurs droits authentiques, et qu'en deçà du strict respect de l'équilibre bi-économique fixé à 50% brut d'impôt participation ou de mutualisation sociétale de leurs gains, leur fortune prospère aussitôt sur le malheur et la privation de vie d'autrui, infectant leur juste succès d'un comportement de délinquant,
d'exploiteurs, voire de complices d'un crime contre l'humanité, autant que vis-à-vis des droits de l'homme et du citoyen. Sachant cela désormais, et rassuré par la garantie objective de la liberté individuelle ou privée, que précise enfin dans ses contours techniques la partition-répartition d'élodistes et bi-économique, tout citoyen fortuné sera à même d'assumer ces deux formes de liberté, en pleine conscience d'être enfin juste vis-à-vis de sa propre citoyenneté, quel que soit le contexte historique futur, pour le plaisir déculpabilisé de marcher sur ses deux jambes, sans que la taille de l'une nuise à l'autre au point de le faire boiter, de nécessiter une canne ou de causer la moindre chute, image en tout point transposable à son propre ensemble sociétal. Ainsi, le fondement minutaire et objectif de la solution bi-économique ici proposée permettra-t-il enfin à chaque citoyen de proportionner exactement les deux faces de sa double nature, tandis que l'environnement d'élodiste qui en conditionne l'application offre la seule garantie possible de faire respecter la liberté authentique de chacun dans le respect minimal d'autrui, puisque la source même de toutes les violences de l'histoire humaine réside jusqu'à présent dans la confusion totale d'intérêts certes historiquement contradictoires vis-à-vis de l'instinct, mais objectivement complémentaires au seul regard de la raison. Nos déboires sociétaux ne se résoudront donc que via la partition-répartition proportionnée à 50% brut, sans laquelle chacun se sent de fait menacé par autrui, sur fond de lutte vitale, sans aucune limite de débordement dès lors inévitable, alors que la solidarité qui fonde la société n'attend que cette équi-solution optimale pour apaiser les humains, tant à l'échelon de l'activité de chacun qu'à celui des deux domaines agrégeant l'ensemble des citoyens. L'intelligence qui doit aller de pair avec toute supériorité censée justifier le pouvoir d'un leader implique la compréhension de ce nouvel équilibre, selon lequel, et sans surprise, les droits des citoyens les plus riches ne peuvent légitimement croître qu'en proportion directe de leurs devoirs sociétaux, ce que le réglage définitif et enfin proportionné du minimum maximum permettra bientôt de respecter. Sans doute, cela impliquera-t-il de revoir à la baisse la disproportion correspondante de tous les profits et autres revenus excessifs dans la stricte limite de leur dépassement minutaire tel qu'exprimé en tant qu'équivalent monétaire, puisque l'observation des sociétés actuelles montre que les déséquilibres sont le résultat d'une forme de surprivatisation sociétale. Ainsi, par le fait d'une loi commune enfin équitablement définie en termes socio-économiques et propre à respecter le nouvel équilibre interdomanial, les privilégiés d'aujourd'hui ne devront sacrifier que la proportion illégitimement excessive de leurs multiples revenus, si l'on ose ce pléonasme définissant de facto toute forme de surprofit ou d'abus de propriété, tout en profitant, désormais plus sereinement que jamais, des 50%, plus le revenu universel que représente leur véritable richesse. Il est à parier que la plupart des citoyens concernés auront à cœur de montrer l'exemple de justice, d'intelligence et de haute conscience que cet apparent sacrifice, historiquement exceptionnel en tant que nouvelle habitude, supposera bel et bien. En ce sens, lesdits citoyens deviendront responsables en se donnant l'occasion de sortir d'une délinquance quasi involontaire, jusqu'à présent dictée par une ignorance monosystémique généralisée, et la société tout entière ne pourra que les féliciter pour leur bonne volonté dans ce geste empreint de justice via le respect de la loi. D'une certaine manière, ces citoyens fortunés, et qui le resteront bien suffisamment, deviendront le symétrique des exclus précédemment étudiés, aidés par un emploi compensatoire, accepté, bon gré, mal gré, car les uns et les autres seront obligés de respecter l'équilibre sociétal général, les premiers assumant sous forme financière ce que les seconds offriront en service citoyen sous forme de temps et de travail d'utilité communale. Faute de faire partie de ces citoyens lucides et honnêtes, les plus riches personnes ou structures qui fuiraient leur responsabilité sociétale en ne respectant pas leurs devoirs contributifs à hauteur des 50% bruts du minimum maximum, se positionneraient aussitôt hors la loi commune et son fondement objectif universel, en se réduisant alors à des individus nocifs et irresponsables, des délinquants ou criminels sociaux, adeptes du vol, de l'exploitation d'autrui, de la pire des discriminations, voire de l'esclavagisme de fait. Dans ces conditions,
La puissance publique, tant à l'échelon local que national, sera fondée à utiliser la contrainte la plus implacable, puisque enfin totalement légitime, pour imposer le respect de la loi par tout moyen possible, policier, judiciaire ou confiscatoire, agrémenté de pénalités financières dissuasives envers toute récidive, le cas échéant. Si certains citoyens déboussolés par leur succès s'avéraient aussi inconscients qu'arrogants, leur comportement deviendrait alors encore plus répréhensible que celui des délinquants et récalcitrants situés tout en bas de l'échelle sociale, dans la mesure où ces leaders n'auraient aucune excuse victimaire face à la preuve minutaire de leur devoir, tandis que leur refus d'assumer leurs responsabilités minimales offrirait la base légitime de toute mesure publique appropriée. Autrement dit, leur comportement incivique imposerait là la même rigueur socialisante que dans les cas extrêmes opposés et précédemment étudiés concernant le service citoyen minimal obligatoire, à la seule différence près que le recouvrement de toutes les obligations afférentes s'opérerait sous forme financière ou patrimoniale en lieu et place d'un temps de travail utile. En résumé, aux deux extrémités de la société, comme vis-à-vis de tout citoyen intermédiaire, la limpidité totale du fondement bi-économique et minutaire d'une législation sociale historique devenue enfin objective, telle qu'expressément incluse dans la Constitution délodiste, permettra d'imposer universellement une fermeté absolue via un calcul minutaire aisément vérifiable. Car toutes les tolérances incohérentes observables aujourd'hui ne sont que le fruit de la confusion la plus totale, faute de calcul minutaire et en raison de l'ignorance du repère fondamental que constitue la proportion bi-économique minime-opti-maximale. Enfin, il faut noter que la gestion à la fois étatique et communale des données utiles et des procédures correspondantes autorisera une réactivité immédiate, en même temps qu'une transparence totale, en cas de manquement avéré aux devoirs de tout citoyen, sur la base légitime et dès lors incontestable d'une loi devenue démocratiquement majoritaire. 5. Justesse, justice et autorité. La responsabilisation de tous les acteurs socio-économiques, tant individuels qu'agrégés en quelque structure publique ou privée que ce soit, ne peut naître qu'au sein d'un système clarifié par la répartition des droits et devoirs universels entre tous les citoyens, ce qui ne peut être défini et quantifié que via la mesure objective de la minuté et du temps sacrifié qu'elle représente pour chaque création ou transfert de richesse. Seule façon d'assurer la traçabilité permanente des interdépendances socio-économiques caractérisant une société humainement développée. La concomitance historique révélatrice entre le développement fulgurant des techniques d'observation statistique et de compilation numérique, la maturité citoyenne visiblement frustrée des consciences populaires, la relecture objective et minutaire des interrelations socio-économiques et l'innovation bi-économique qui en découle, rend pour la première fois possible et aisément calculable la maîtrise totale des dimensions les plus concrètes de chaque équilibre sociétal national, pour peu qu'une volonté politique majoritaire ait enfin le droit de s'exprimer, ce que seule une démocratie authentiquement délodiste permettra de garantir. Les observations de la section précédente autorisent enfin une meilleure compréhension des fondements de toute autorité souveraine, individuelle ou collective, dont la fermeté nécessaire ne peut s'appuyer que sur l'association de la justice des humains à la justesse de toutes les données indispensables. De la même manière qu'être responsable, c'est assumer pleinement son autorité sur soi-même, via la maîtrise de ses choix et le devoir de faire face aux conséquences de la liberté qu'induit l'autonomie, la justice sociale du groupe pourra bientôt se définir plus objectivement que jamais sur la base du minimum-maximum équilibrant enfin la double nature de chacun en tant qu'individu et de tous en tant que société. Car c'est bien l'absence de repères, de proportions mesurables et de répartition équitable minimale qui favorise tous les abus, comme si l'orchestre sociétal, totalement désynchronisé, laissait chaque musicien se déconnecter des autres et jouer sa propre partition, entraînant une cacophonie insupportable et excusant dès lors trop facilement maintes fausses notes et autres couacs aux frictions sonores assourdissantes. La simplicité ou transparence objective de la partition-répartition bi-économique sera la base d'une responsabilisation facile à comprendre et à assumer, rejoignant par là le bon sens commun le plus élémentaire,
tandis que la justesse, l'exactitude et la précision des contraintes d'une pesanteur historique enfin objectivée donneront à chacun la conscience des limites de sa liberté. Dès lors, la justice sociale se trouvera fondée sur une réalité palpable et mesurable, permettant au principe de l'égalité minimale de se réaliser dans les 3 dimensions de l'espace sociétal, non sans évoluer par ailleurs sur la 4e dimension du temps de vie de chaque personne, comme de l'histoire des humains ainsi réunis. L'autorité de la puissance publique, localement assumée, pourra s'exprimer avec la fermeté requise pour dissuader les écarts de conduite, et ce, dès les premières dérives comportementales, une fois que tous les citoyens seront clairement instruits des nouvelles conditions sociétales définissant leurs droits et devoirs. Car la tolérance policière, judiciaire, voire pénale, devenue peu à peu un prétexte à nombre d'excès au fil de l'abandon progressif du principe de responsabilisation, est le résultat de l'injustice des sociétés prédélodistes et monosystémiques, tandis que ladite injustice dérive précisément de la confusion, de l'inexactitude et de la perversité historique de nos comportements sociaux spontanés, faute de compréhension objective minimale de ce qui constitue de facto notre unique dénominateur commun. Autrement dit, en définissant pour la première fois les conditions pratiques d'une vraie responsabilité via les droits et devoirs de chacun, le réglage plus cohérent que jamais du moteur socio-économique servira d'étalon qualitatif et quantitatif aux notions de justice et d'équité, tant il est avéré que le brouillard monosystémique et son injustice historique interdisent, pour le moment, toute fermeté efficace sur le plan judiciaire. De fait, les incivilités, délits, fraudes et autres crimes sont trop souvent excusables par compassion envers les plus faibles autant que par crainte vis-à-vis des plus puissants, ce qui empêche la justice d'être efficace et finit par profiter aux délinquants de toute envergure aux dépens de leurs victimes, encourageant d'autant la récidive aggravée. On comprend dès lors qu'une fois gommées les multiples ratures du gribouillis improvisé d'une histoire jusqu'à présent subie, les nouvelles conditions sociétales de l'avenir seront propres à garantir que chacun assume pleinement un écart de conduite devenu injustifié, compte tenu des garanties offertes par le revenu universel et de la justice sociale rendue enfin effective via l'égalité minimale. L'autorité délodiste légitime trouvera la force de s'appliquer, et la pédagogie qui lui sera associée aura toutes les chances d'être profitable aux citoyens concernés, sachant bien que leur nombre et leur proportion sociétale se réduiront aux seules dérives d'individus de plus en plus rares et isolés, au lieu d'être des caractéristiques de classe systémiquement entretenues. 6. Bi-économie et corps intermédiaires. Parmi les nombreux progrès qu'autorisera l'évolution délodiste et bi-économique, des améliorations probables sont à espérer concernant les statuts et le fonctionnement des multiples corps intermédiaires qui s'étagent entre le citoyen et l'État, en parallèle avec les effets notoires déjà étudiés dans le livre Un des tempérants à propos des institutions et structures politiques ou administratives. Qu'il s'agisse d'associations, de syndicats ou d'entreprises, les nouvelles perspectives ouvertes par les présentes réflexions ne manqueront pas de susciter d'indispensables changements dans les rouages, voire dans les attributions de ces fameux corps intermédiaires, en particulier dans le sens d'une gestion si possible plus démocratique et d'une transparence accrue, à défaut d'être absolue. Le fait est que, jusqu'à présent, les statuts et obligations légales de ces structures laissent planer une opacité propre à tous les excès, ce qui est plus choquant encore s'agissant d'associations ou de syndicats que d'entreprises, dans la mesure où ces dernières sont à finalité privée et lucrative explicite. Il est à parier ici que le goût savoureux de la vraie démocratie citoyenne remplaçant la démocratie électorale se propagera sur les papilles régénérées des adhérents associatifs, syndicaux et autres actionnaires pour souhaiter une meilleure représentativité des bureaux directoriaux, une prise en compte constante de la préférence majoritaire et plus encore un contrôle aussi direct que possible de la gestion des flux financiers correspondants. Au gré des futurs citoyens délodistes, la loi sera très probablement appelée à progresser dans un sens comparable à l'évolution politique, permettant à ces structures intermédiaires si utiles d'asseoir leur nouveau rôle en assainissant leurs pratiques,
sachant que nombre d'associations sont en réalité des entreprises comme les autres, où jetons de présence, indemnités et autres frais généraux remplacent largement salaires et profits, par le biais de cumuls sans limite, souvent déguisés sous une hypocrite apparence de bénévolat. Il paraît pourtant logique que de simples choristes, par exemple, ayant dûment payé leur participation sous forme de cotisation et offrant leur service en tant que bénévoles à la moindre occasion, puissent être au moins consultés sur le menu d'un programme de concert à prévoir ou invités à suggérer tel ou tel choix ou orientation jugée souhaitable, via un débat en présentiel ou à distance au sein de la microdémocratie que devrait constituer leur modeste association. Encore ne s'agit-il là que de micro-sociétés volontaires, sans autre enjeu qu'un simple plaisir ludique partagé, les adhérents pouvant quitter le groupe en cas d'insatisfaction. Les choses deviennent plus embarrassantes, en matière professionnelle ou financière, lorsqu'un salarié ou employé ressent le besoin légitime de se syndiquer, ou dès lors qu'un épargnant risque ses économies dans une participation directe ou indirecte en tant qu'actionnaire. Même si la libre option d'entrer ou de sortir reste constamment garantie, l'attente cruciale des dits participants devient telle que leur dépendance vis-à-vis des décideurs nécessite des précautions institutionnelles spécifiques, dont l'évolution s'avère plus souvent en retard qu'en avance par rapport aux mentalités du moment. La fonction des syndicats est particulièrement intéressante, dans la mesure où lorsque ces organismes sont censés défendre l'intérêt des travailleurs, des employeurs ou de toute profession particulière, ils se comportent comme des articulations essentielles aux équilibres socio-économiques plus ou moins empiriques de chaque histoire sociétale. Les syndicats purement sectoriels ou professionnels ont un rôle peu ou prou assimilable à celui des lobbies, des ONG, voire des partis politiques sur un plan plus idéologique. En matière d'équilibre socio-économique, les regroupements d'intérêts que ces structures représentent ont acquis une reconnaissance des plus officielles sous forme d'institutions dotées d'un financement public très généreux, ce qui, compte tenu de la démocratie trop relative qui y règne et de leur très faible représentativité en France, du point de vue statistique du nombre d'adhérents, suscite maints abus de positions dominantes et autres quasi-détournements de fonds, auxquels s'ajoute assez souvent le reniement intéressé de l'attente majoritaire des adhérents. Point n'est besoin de développer ici les tenants et aboutissants des histoires syndicales, ouvrières et patronales pour comprendre que, vus sous l'angle délodiste et bi-économique, les syndicats se sont développés au fil de crises souvent violentes pour improviser un équilibre toujours précaire en matière de répartition de la richesse produite, au travers de rapports aussi inégaux qu'aléatoires, et sur fond de retard permanent en matière d'évolution des salaires, ce qui n'est pas seulement le cas des pays émergents ou en voie de développement. Le coût direct et social du travail étant à la base de tous les ressorts dans ces relations, force est de constater que la mondialisation des marchés, prioritairement assise sur l'exploitation maximale des usines du monde, jointe au déplacement de millions d'humains précarisés via l'immigration dérégulée, se solde par une transposition hors toute frontière de la lutte des classes en tant que résultat d'un système capitaliste devenu ultralibéral par le biais du dépassement des contraintes et des cohérences politiques nationales. Les relais plus ou moins spontanés que les syndicats représentent ne sont qu'un pis-aller de l'histoire socio-économique, témoignant de la recherche permanente d'un équilibre minimal dans les relations entre travailleurs ou employés et direction ou patronat. Or, l'absence de base, de moyens de calcul universels des transferts objectifs de valeur via le travail ou la consommation, la séparation des contextes en une multitude de filières et entreprises, et l'appropriation du pouvoir politique par le pouvoir économique faute de démocratie, ont toujours empêché la mise au point du moindre équilibre permanent susceptible d'apaiser toutes les tensions vitales. Tandis que dans les cas les plus favorables, l'État, même avec les meilleures intentions d'apaisement, s'est jusqu'à présent trouvé dans la situation d'un arbitre écartelé par des obligations contradictoires, sans règles du jeu acceptables par tous. Le droit de grève, typiquement associé aux actions syndicales, est forcément légitime, en tant qu'expression récurrente d'une quête de justice minimale, à plus forte raison chaque fois que la pression devient insupportable, mais n'en reste pas moins qu'une vaine protestation sur l'essentiel de toute relation socio-économique,
en ce sens que le bien fondé objectif des droits et devoirs réciproques et universels n'a jamais pu s'établir aussi limpidement qu'il le sera désormais grâce au calcul minutaire universalisé et à la relation de ce dernier au vécu terrestre de chacun. Par ailleurs, ce droit de retrait du travail via la grève est plus que relatif, trop souvent réduit à l'apanage de fonctionnaires protégés par un statut plutôt privilégié de ce point de vue précis, tandis que la pression de la concurrence salariale internationale l'interdit quasiment de facto dans le secteur privé. Ainsi peut-on constater, à la lumière du principe bi-économique minutarisé, à quel point les sociétés humaines de l'avenir pourront se libérer de la tension sociétale permanente qui, hélas, justifie encore les actions syndicales les plus radicales, voire les plus violentes, puisque les futures relations d'emploi seront pacifiées par un juste rééquilibrage contractuel, autant que par la réévaluation minutaire du travail et du salaire correspondant, s'agissant au moins du domaine public dont chacun fait partie et de sa garantie citoyenne sous la forme du revenu universel optimal. Car grâce à ce plancher républicain socio-économique, la crainte du pire et la précarisation vitale qui l'exacerbe disparaîtront en même temps que la surexploitation généralisée et la misère qui en est le triste reflet, révélant la solidarité objective de tous les néo-partenaires sociaux, dans le respect mutuel qui doit souder une société humaine et durable. De plus, ce dénominateur commun d'égalité minimale servira d'étalon en matière d'équilibre social, au point que les causes de conflits aboutissant à des grèves deviendront de plus en plus rares, puisque rendues ainsi préventivement évitables par le contexte social bi-économique, outre le fait que la fonction d'utilité publique de la garantie citoyenne équivaudra à un service minimum garanti de facto et d'autant plus acceptable que tout le monde sera logé à la même enseigne au sein du domaine public. Cela suggère nettement que le droit de grève légitime, objectif et surtout universellement égalitaire, quel que soit le secteur concerné, ne saurait s'appliquer que sur la moitié du volume horaire prévu par chaque contrat d'embauche, le cas échéant, en procurant même plus d'impact aux grèves que dans les conflits actuels, via l'avantage incomparable de pouvoir durer aussi longtemps que nécessaire, compte tenu des nouvelles garanties citoyennes vitales et de la semi-continuation du travail que cette formule optimale autorise. Par ce néo-droit de grève tempérant de demi-blocage légalisé et imposé aux deux parties dans ses limites de proportionnalité, les conflits entre direction et salariés, tant individuels que collectifs, seront assurés de se résoudre promptement et en douceur, selon une solution légale enfin équilibrée entre les extrêmes de la grève totale intenable et de la soumission indue, voire de la vaine protestation symbolique d'un simple brassard revendicatif. Sans la moindre surprise, on retrouve ici l'équilibrage de la philosophie tempérante et sa tendance décidément très innovante à couper la poire en deux, pour un résultat supérieur à tout ce qui a pu précéder. Ainsi, le droit de grève ne pourra-t-il s'universaliser, dans les secteurs publics et privés, que sous la forme de ce demi-blocage dans la pire des situations, si l'on doit accorder les trois violons du politique, du social et de l'économique, et avec l'interdiction légale pour les employeurs d'embaucher ou de sous-traiter le travail non réalisé, sachant que cette innovation tempérante garantira dès lors une demi-activité dans les deux secteurs, ce qui conclura objectivement le dialogue de sourds sur l'obligation d'un service minimum dans la fonction publique, entre autres avantages. Cela étant dit, ces situations de tension extrême ne concerneront là que des cas statistiquement très exceptionnels en contexte tempérant, eu égard au rétablissement de la valeur objective du travail induit par le rééquilibrage bi-économique, en parfaite symétrie logique, avec la proportionnalité d'un profit légitime d'employeur excluant tout surprofit indu après péréquation. Dans le même ordre d'idées, mais cette fois-ci du point de vue du patronat, l'apaisement vital assuré par la garantie citoyenne et son revenu universel autorisera sans doute à terme, en juste réciprocité au néo-droit de grève tempérant qui vient d'être suggéré, un droit de semi-mise en chômage technique et conjoncturel assoupli. Autrement dit, la possibilité pour la direction de réduire la voilure salariale jusqu'à la limite de l'équivalent d'un contrat à mi-temps, sans pour autant pouvoir licencier qui que ce soit au moindre coup de vent,
et l'on peut aussi imaginer le même droit d'ajustement et de souplesse contractuelle pour chaque salarié volontaire, moyennant un minimum d'organisation au cas par cas, dûment concerté. Autant de modalités nouvelles rendues enfin accessibles en contexte bi-économique, offrant une flexibilité réciproque dénuée de toute tension excessive, quel que soit le secteur d'activité. Dans ce nouveau cadre sociétal, les rapports gagnant-gagnant se généraliseront en encourageant systémiquement les employeurs les plus tempérants, tandis que la qualité des multiples relations humaines en jeu se nourrira de complémentarité en lieu et place d'opposition stérile et caricaturale. La supériorité authentique des premiers de cordée sera dès lors le seul résultat de leur mérite personnel ou familial cumulé, dans le respect de leurs plus humbles collaborateurs, au lieu de se construire sur la fausse autorité de quelque arrogance dominatrice, tant il est vrai que l'estime et la confiance de salariés ou employés plus motivés que jamais sont la meilleure récompense des véritables preneurs de risques et responsables hiérarchiques, en même temps que la garantie pérenne de la productivité optimale du travail requis. Cette atmosphère désélectrisée de toute tension négative et autres violences structurelles ne signifie pas pour autant la disparition prochaine des syndicats, bien au contraire. Car, libérés du poids obsessionnel de tout rapport socio-professionnel vital grâce au respect de la partition-répartition bi-économique, les partenaires sociaux pourront collaborer sur bien d'autres aspects indispensables à la qualité de vie au travail, tandis que la dépolitisation ou désidéologisation des syndicats devrait favoriser une renaissance enfin démocratique de ces derniers. En effet, sans interdire aucunement la liberté d'association syndicale, il serait souhaitable de permettre ou de systématiser une appartenance syndicale universelle, minimale et gratuite, dont le fonctionnement en tout point démocratique garantirait la libre participation de chaque membre autant que le respect constant des choix majoritaires, même dans le cadre plus concrètement limité de chaque filière professionnelle ou métier, sachant que cela pourrait se construire sur le modèle participatif d'un processus délodiste instaurant une permanente liberté de proposition pétitionnaire, assujettie à une approbation décisionnelle de type intra-référendaire. De même, faut-il s'attendre à une réorientation des objectifs qui motive toute action syndicale, en ce sens que, libérée de la priorité que le salaire de base représente, l'attention des futurs salariés se reportera quasi naturellement sur l'amélioration des conditions de travail, donc sur la teneur même dudit travail en termes de pénibilité et de cadence, tant il deviendra évident pour tous les partenaires impliqués que le bien-être professionnel garantit l'optimisation intelligente de la productivité. Par ailleurs, et particulièrement dans le secteur public, il serait logique que, s'agissant par exemple des enseignants de l'éducation nationale, les néo-syndicats s'intéressent enfin aux méthodes pédagogiques autant qu'aux conditions pratiques de leur métier, dans l'intérêt prioritaire de la réussite de leurs élèves et pour le bonheur de toujours mieux transmettre les savoirs et savoir-faire des programmes. L'avenir syndical devrait de même impliquer une évolution sans cesse plus démocratique, sans doute via une forme de gratuité effective, de rotation délégative et surtout de transparence en continu, afin de décourager toute déviance, corruption ou autre rente de situation. Ces mêmes syndicats augmentés pourraient également servir, à l'échelon local, de co-prescripteurs du volume et du rythme de travail concernant, outre le personnel technico-administratif habituel, les futurs citoyens en emploi compensatoire plus ou moins temporaire, et ce, en complément des délégués locaux dont le rôle sera de répartir et prioriser toutes les fonctions d'utilité publique communale en réponse aux choix citoyens majoritaires. 7. Dans le sens du vivant. Le revenu universel, concept déjà largement envisagé, discuté et pressenti comme la condition d'une équité citoyenne minimale dans nombre de débats sociétaux contemporains, constitue donc bel et bien la seule façon de concrétiser la mutualisation des intérêts communs à tous les êtres humains, quelles que soient les conditions locales, culturelles ou environnementales des diverses communautés nationales résultant de l'histoire. Encore fallait-il jusqu'à présent en établir les fondations aussi solidement que possible, et sur la base la plus objective d'une unité de mesure socio-économique, telle que la minuté, seul lien universel apte à décrire toutes les relations humaines, matérielles ou non, impliquant le moindre bien ou service,
liées à quelque forme d'échange marchand que ce soit, dans le sens le plus large du terme, puisqu'il s'agit chaque fois, finalement, d'échanges de vie de valeur objectivement égale, sur la seule moitié solidaire ou sociale de nos existences. Plus encore était-il essentiel de comprendre que la double nature de chaque personne vivant en relation volontaire ou non avec autrui implique d'une part la distinction, le discernement, entre l'individualité de chaque être et la collégialité de fait de la société qui conditionne son existence et lui donne par là même tout son sens, et d'autre part, la propre subdivision complémentaire de chaque individu entre ces deux natures si fondamentales. Intégrer le principe bi-économique équivaut à découvrir que l'individu porte décidément très mal son nom, puisqu'il est en réalité divisible, en tant que particule élémentaire isolée et onde sociale ou sociétale, au point que la science économique, en devenant enfin socio-économique, rejoint, sur l'essentiel de cette double nature, le paradoxe expérimentalement démontré de la physique quantique. D'où la réalité de la partition-répartition, désormais objectivée ou révélée par une prise de conscience fondée sur l'observation, permettant, au sein même de chaque citoyen, de faire enfin la part égale entre l'être social de valeur minutaire et objective universellement invariable et l'être individuel de nature historique et unique infiniment variable. En ce sens, la partition-répartition bi-économique et son minimum-maximum à 50% brut ne sont que la formulation enfin établie et compréhensible d'une réalité universelle préexistante et jusqu'à ce jour douloureusement ignorée, résolvant par là l'équation complexe qui justifiait la recherche du présent volume, du moins pour le stade où en sont ses réflexions. En approchant du terme de cette revue socio-économique, et parce que l'homme en naissant porte en lui des droits sur la portion des fruits de la terre nécessaires à son existence, pour citer à nouveau Napoléon, la juste part individuelle minimale, sociétalement vitale et décemment acceptable, dont l'irrespect prétempérant explique toutes les violences de l'histoire planétaire, peut enfin se définir, se mesurer et se concrétiser sous la forme d'une seule et unique proportion d'équilibre immuable grâce au calcul minutaire minimum-maximal qu'autorise la partition-répartition bi-économique. Le revenu universel mensuel du cas français, tel que très probable à ce stade, s'établit autour de 1 500 € par adulte, sachant que ce minimum correspond à 2 jours et demi de travail hebdomadaire, comme cela devrait être définitivement démontré grâce au 4e ouvrage des Tempérants, tandis que la contribution minutaire citoyenne à 50% brut, ajustée en proportion de chaque niveau de revenu, pourra alors remplacer l'ensemble des taxes, impôts et autres prélèvements obligatoires à finalité redistributive et palliative, tout en participant également aux dépenses communes habituelles, autres que le dit revenu universel. Qui plus est, cette garantie citoyenne évoluera en termes de montant et de contenu grâce aux multiples rééquilibrages découlant à terme de la partition-répartition bisphérique, de même que via les progrès culturels et organisationnels subséquents. C'est ainsi, et seulement ainsi, que le sommet de la pyramide sociétale restera toujours centré et que son équilibre interdomanial, enfin obtenu au plus près de l'absolu, se trouvera maintenu quelle que soit la hauteur historique ou circonstancielle de l'édifice. Depuis l'atomos de Démocrite, les progrès de la connaissance ont rendu la science physique quantique, démontrant d'abord la double nature de la lumière, à la fois onde et particule, pour comprendre qu'au final, le mouvement perpétuel atomique rend toute matière observable ondulatoire et particulière, mais, curieusement, jamais en même temps, ce qui n'est pas sans rappeler que chaque citoyen est pour moitié un élément indissociable du domaine public sur 50% de son activité, et un individu considéré justement comme particulier sur les 50% restants, sans qu'il ne puisse à aucun instant être les deux à la fois. N'est-ce pas là une juste confirmation de la thèse des Tempérants, qui permet enfin d'associer en les différenciant les deux faces, non seulement de notre humanité, mais également de chaque existence terrestre? De même, les interférences ondulatoires constructives ou destructives de la physique quantique ne sont pas sans évoquer ici les interdépendances positives ou négatives si caractéristiques de chaque société humaine, tandis que les physiciens d'aujourd'hui
font encore face au défi d'une décohérence croissante à l'échelle macroscopique pour tenter de mettre au point le fameux ordinateur quantique du futur, comme si cette décohérence ou complexification plaidait en creux pour le juste localisme écologique et démocratique, tout en insistant sur la complexification exponentielle de relations fondamentalement binaires ou duales, dont l'équilibre statique et dynamique suppose une forme ou une autre de parité, autrement dit, de semi-égalité minimale et vitale, pour apaiser lesdites relations. Enfin, comme déjà démontré par la physique classique autant que quantique, les éléments et les mécanismes dynamiques de l'univers se résument étrangement à 4 forces ou interactions fondamentales, à savoir l'électromagnétisme, les interactions nucléaires dites faibles et fortes, auxquelles s'ajoute la loi newtonienne de la gravitation. N'y a-t-il là vraiment aucun rapport avec les 4 côtés d'un certain monument? Janvier 2021.